Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, un numéro spécial qui n'est pour une fois pas cinéphile, puisque nous allons parler plutôt d'une série en 6 épisodes, mais qui est réalisée par un grand auteur qui s'appelle Marco Bellocchio, le réalisateur des Poings dans les poches en 65, de Vincere en 2009, ou encore du Traître, Il Traditore, en 2019, que nous avions traité ici, n'est-ce pas Manu? Bonsoir Manu. Bonsoir Olivier, bonsoir Lucien. Salut les gars. Alors Lucien râlait parce que je n'ai pas... Non. Si, tu râlais parce que je n'ai pas préparé de quiz dans cette émission qui est un petit peu spéciale, qui n'est pas vraiment une émission d'actu. Alors je te poserai une question. Lucien, quel est ton pape préféré dans un film? Le pape d'Upshot 2. Tu as le droit de réfléchir et tu me dis après. Alors, en gros, dans cette série, Marco Bellocchio, donc le grand réalisateur italien, scénariste, réalisateur, producteur, né en 1939, revient sur l'enlèvement d'Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne par les Brigades Rouges à Rome le 16 mars 1978. Il avait déjà abordé le sujet dans son film de 2003, Buongiorno Notte. Buongiorno Notte. Oui, mon accent italien est pas terrible, désolé. Donc ce film, par contre, Buongiorno Notte, prenait uniquement l'axe du point de vue d'une jeune terroriste, un point de vue qui est une nouvelle fois ici abordé, mais seulement dans l'épisode 4. Parce que cette série, coécrite avec Giovanni Bianconi et Stefano Bizes, qui ont tous deux travaillé sur la série Gomorrah avant, adopte à chaque épisode, plus ou moins, un point de vue différent sur cette même affaire. L'épisode 1 et 6 prennent plus spécifiquement le point de vue d'Aldo Moro, mais les épisodes 2 à 5 changent à chaque fois de personnage principal. D'abord, on a Francesco Cossiga, donc, qui est interprété par Fausto Russo Alessi, ministre de l'Intérieur, membre de la démocratie chrétienne et qui deviendra dans les années 80 président de la République italienne aussi. On retrouve ensuite dans l'épisode 3 le pape Paul VI, interprété par Tony Servillo, l'acteur fétiche de Paolo Sorrentino donc. L'épisode 4, c'est la membre des Brigades Rouges Adriana Faranda, qui est interprétée par Daniela Mara. Et enfin, l'épisode 5, c'est le personnage central, Eleonora Moro, donc la femme d'Aldo Moro, interprétée par Margarita Bui, qu'on a vue, elle, dans Mia Madre de Nanni Moretti en 2015. Alors, tu as eu un temps de réflexion. Quel est ton pape préféré à l'écran, Lucien Alflands? Oui, j'ai eu le temps, mais je n'ai pas pratiqué la réflexion, donc je n'ai pas de réponse. Je te poserai de nouveau la question à la fin de l'émission. Citez-moi quelques papes de cinéma, j'en ai aucun qui me vient comme ça. Je sais qu'il y a Jude Law. Oh putain, mais non. Soit. Donc, Manu, Lucien, vous avez vu cette série. J'ai également vu cette série, Esterno Notte. Mais je n'ai pas vu le film Buongiorno Notte, à la différence de vous deux qui avez bien fait vos devoirs. Donc, Manu, qu'as-tu pensé d'abord de la série? Puisqu'on est là plus spécifiquement pour traiter de la série, on fera quelques allers-retours avec le film et quelques comparatifs. C'est une série déceptive en fait. Moi j'avais beaucoup d'attentes sur cette série, de se dire que Bellocchio avait un intérêt d'une certaine manière à revenir sur l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro après l'avoir déjà traité sous un angle spécifique en 2003, au travers cette fois-ci d'une voix chorale qui tout d'un coup offrait un point de vue plus large. Et à part 2 épisodes qui à mon sens justifient pleinement le projet, je trouve que le film s'enlise dans des récits choraux qui en fait n'offrent jamais un point de vue d'ensemble sur la société italienne au final. On se retrouve avec chacun des épisodes qui est en fait conditionné par la même logique de point de vue qu'on pourrait qualifier d'intimiste, mais qui était déjà le cas en fait du film de 2003, autour d'un personnage de brigadiste, le ministre de l'Intérieur de l'époque, et en fait, jamais la somme de tous ces épisodes et de tous ces points de vue n'offre une vue globale sur cette affaire et sur la manière dont elle a autant impacté la société italienne, que ce soit au niveau du peuple italien, de ses institutions. Tout ça est principalement traité dans le premier épisode, qui est pour le coup assez brillant dans la mise en place des enjeux sociopolitiques de l'époque, qui vont justement conduire à l'enlèvement d'Aldo Moro. Mais après, dès l'épisode 2, je trouve que le film
s'effondre en ayant beaucoup de mal à trouver un registre narratif, avec notamment cette peinture assez grotesque du personnage de Kosiga, qui est montré comme un personnage hyper affecté, dont on souligne lourdement le caractère bipolaire. Et en fait, on va dépolitiser beaucoup, je trouve, le propos du film au détriment de cette forme d'affecterie grotesque autour de ce personnage-là. Et c'est quelque chose qui va revenir, à mon sens, dans d'autres épisodes. L'épisode autour des Brigades Rouges, qui reprend plus ou moins le même angle que celui de son film de 2003, mais qui échoue partout. Là où le film de 2003 réussissait par sa relativité de lieu, le film de 2003 qui principalement se déroulait au sein de la cache avec quelques petits saillies avec ce personnage féminin principal qui avait un contact avec l'extérieur, Bellocchio arrivait beaucoup mieux à saisir certains des enjeux de l'époque. Là, je trouve la série à la fois très cryptique dans ses enjeux, particulièrement pour un public non italien qui connaît moins cette période de l'histoire ou les années de plomb italiennes, et à la fois extrêmement scolaire, didactique, extrêmement lourd dans d'autres aspects. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui a motivé en fait Bellocchio autour de cette série, à part peut-être des pistes abandonnées de ce film de 2003 qu'il explore peut-être ici, mais qui à mon sens ont beaucoup de mal à se réunir, à converger et à donner une vue d'ensemble en fait. Bah ouais, je suis très d'accord avec tout ce que vient de dire Manu. Oui, laisser les grands cinéastes au cinéma, quoi. Franchement, il y a un truc... Il y a quand même un problème de gestion du temps aussi dans la série, qui est beaucoup trop étendu. Manu en parlait déjà. Alors, moi je suis d'accord, j'aime beaucoup le premier épisode et le dernier. Je pense qu'il y a 4 épisodes qui auraient peut-être pu être condensés en un pour faire un très bon film de 2h30, 3h maximum. Je suis pas d'accord, je reviendrai dessus sur les épisodes, mais on en reparlera par la suite. Mais on peut noter aussi que le film en Italie, enfin que la série en Italie a été exploitée au cinéma sous la forme de 2 films de 2h45 avant de sortir après en série, et qui a été vraiment plébiscité par le public et par la critique. Je pense que mon intérêt pour ces outre tout ce que vient de dire Manu, mon intérêt pour ces 2 épisodes-là tient aussi dans l'interprétation de, alors j'ai noté son nom, Fabrizio Gifuni, que je trouve excellent, assez charismatique, un charisme assez singulier et assez fascinant à regarder. On pourra peut-être revenir là-dessus, mais je trouve intéressant le traitement à travers les 2 acteurs que fait Bellocchio dans le film et dans la série. Il y a beaucoup de choses communes là-dedans, et ça en dit peut-être long aussi sur son rapport à ce personnage-là et à tout ce que ça convoque. Maintenant, ce que j'aimais moi beaucoup dans le film, c'était ces espèces de différents régimes de mise en scène qui s'enchaînaient avec un travail sur l'ombre et la lumière, la fixité, le mouvement, la musique qui joue souvent du décalage ou bien du lyrisme, les images d'archives et les images fictives, les différentes approches même thématiques des protagonistes. Et tout ça dans le film, pour moi, crée une chronique presque en forme de patchwork. Je veux dire, c'est peut-être pas, c'est pas un mot, c'est pas le mot juste, mais tout ça, je trouve ça extrêmement sensible. Et en fait, tout ce que Bellocchio fait dans son film sorti en 2003, c'est ça qu'on disait. Eh ben, il reprend un peu les mêmes trucs dans cette série, mais en sourdine. Comme s'il assumait plus vraiment son traitement face à un point de vue plus, historico-solennel comme ça, et qu'on pouvait plus se permettre ce truc-là. Il y a aussi le fait qu'on sait bien comment ça se passe dans la production télévisuelle. En gros, si on schématise un peu, on peut imaginer qu'il a eu le temps qu'il avait pour tourner un film, mais pour tourner 6 épisodes. Voilà, je trouve ça se ressent pas mal. Enfin voilà, moi dans la série, j'ai vraiment un problème avec tout ça qui est revu à la baisse, une mise en scène assez, tu disais classique, mais c'est même carrément académique pour moi à certains moments, assez monolithique en fait. Non, et pour moi, il y a quand même des fois des capacités d'abstraction. Dans le dernier, quoi. Dans le premier, je trouve, il y a notamment plein d'installations, d'enjeux stratégiques entre des personnages, mais ça revient, on en parlait en off avec Olivier, mais notamment tout le moment de la rançon autour du pape, etc., où tout d'un coup, tu vois les coulisses du ministère, on va discuter de cette rançon. Il y a vraiment des moments, il y a quand même des vrais moments de cinéma dans cette série-là. Je veux dire, même si j'ai un rapport très déceptif à la série, elle a ses qualités, mais elle n'a pas une qualité d'ensemble, elle a une qualité par épisode propre, par séquence propre, mais quand tu parlais justement des saillies du film de 2003, une des grandes forces du film de 2003, c'était de convoquer et de mettre en opposition l'idéologie, l'utopie et l'imaginaire. Parce qu'il y avait aussi cette idée du chronique qu'il y avait qu'il y a dans la série, l'idée que Aldo Moro n'est pas mort, chose que la série ne va pas vraiment traiter ou va traiter beaucoup plus en creux et de manière beaucoup moins forte et puissante que dans le film, où il y avait vraiment cette idée de confrontation entre l'idéologie et la fiction, pour au final montrer que ce personnage d'Aldo Moro, c'était quasiment presque extrait, tu vois, de ce moment historique, pour
hanter de manière un peu fictionnelle la société italienne. Là, je trouve ça, quand c'est fait, c'est souvent assez maladroit, assez schématique, c'est beaucoup moins inspiré. Et ça sonne beaucoup, surtout en plus, comme une redite en fait. Ouais, pour revenir, parce que je rebondis juste sur 2 trucs que tu viens de dire, sur le terme académique que j'ai utilisé, même à certains moments, ça peut se justifier dans sa manière de regarder, je vais dire, Aldo Moro, qui est un personnage qui peut être vu lui-même comme académique. Et donc il y a une certaine manière de le regarder, même au début, sa manière dont il est présenté, il y a quelque chose il a une stature académique d'une certaine manière. Après... Peut-être limite angélique. Et c'est peut-être un peu, quelquefois, peut-être des soucis justement du traitement du personnage, qui a peut-être pas assez de conflits. Peut-être. Mais dans le film, comme tu le dis, absolument, le film est très malin sur ce qu'est l'engagement politique. Le film de 2003. Le film de 2003. Ouais, parce que tout à l'heure, Manu disait le film pour la série, donc pour la série, ouais. J'essaye d'être clair pour nos auditeurs et auditrices. Donc tu es notre Aldo Moro, l'homme de l'entre-deux. Exactement. Je sais, qui est la Dici, qui est le... Je trouve le film assez juste, le film de 2003 assez juste sur sa manière de questionner l'engagement politique, ce qui représente, ce qui convoque, et justement, comme tu le disais très bien, entre, on pourrait dire, l'inconscient et l'idéologique. Et il fait ça sans jugement à aucun moment, et je trouve ça assez brillant. On sent qu'il essaie de reprendre quand même un peu ça dans la série. Disons que dans les 2 cas, il travaille aussi sur des scènes clés. Hein. Il travaille l'imagination autour de la survie de Moro, par exemple. Et ça en dit assez long dans sa manière de traiter son sujet, je pense. Dans le film, c'est l'espoir contrarié de culpabilité d'une des terroristes, une des partisanes, voilà. Dans la série, c'est plutôt celui qui est simplement chargé de culpabilité, je vais dire, de Cossiga, qui était le ministre de l'Intérieur italien à l'époque. Et qui, donc, dans la série, démontre d'une certaine manière toute l'implication par non-implication, par non-assistance, par refus de collaborer. Donc l'implication de la Dici dans la mort de Moro. Et dans Dici le film, pour démocratie chrétienne, donc le parti d'Aldo Moro. Voilà. Dans le film, il a l'intelligence de jamais mettre ça en cause. Et ça, je trouve ça beaucoup plus... je trouve rien que sur cette thématique-là, le film est beaucoup plus fin que la série. Moi non plus, je suis pas... hyper convaincu par cette série, même si je l'ai regardée sans déplaisir. Peut-être à l'exception de l'épisode 4 que j'ai quand même trouvé très long et très mal, celui autour de la terroriste justement, qui fonctionnait pas en fait. Je trouve qu'il y a pas mal de conflits personnels qui sont mal amenés dans cette série. On comprend pas très bien en fait ce qui travaille le fond des personnages, que ce soit le personnage du pape dans le 3e épisode, que ce soit le personnage de la terroriste dans le 4e épisode. Qu'est-ce qui les fait vraiment basculer d'un côté ou de l'autre? Quel est leur dilemme moral? Je trouve que tout ceci est assez mal amené et assez peu compréhensible en fait. Tu disais, Manu, qu'il y avait des choses qui étaient un peu cryptiques et d'autres qui étaient lourdes. En effet, Bellocchio va être très lourd sur la caractérisation de Cossiga et en même temps assez cryptique sur tout ce qui est tractation, vraiment... par exemple, tout ce qui se joue autour de la rançon, du faux message envoyé, etc. Il y a des choses qui sont quand même assez obscures, je trouve, à comprendre, ce qui fait que du coup, tu n'as pas vraiment de prise d'empathie, empathique dans le sens où tu n'as pas vraiment de prise émotionnelle sur le récit, puisque tu as un peu du mal des fois à raccrocher les wagons. Et surtout, moi, où la série se plante, selon moi, dans les grandes largeurs, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'elle essaye de marcher, de faire un pas synchronisé entre politique et personnel. C'est un truc politique et intime. C'est un truc qui est vraiment dit texto dans le premier épisode où Aldo Moro dit à Cossiga, tu sais, nous sommes, notre vocation est politique, donc ça veut dire qu'on met de côté notre vie intime, notre vie personnelle. Et je trouve que les deux ne fonctionnent pas assez. En fait, comme on est à chaque fois sur un personnage, on n'a pas assez de clés ni dans son côté engagement politique, ni dans son côté personnel, que pour être vraiment en empathie avec ce personnage-là. À l'exception du 5e épisode, qui est centré sur la femme d'Aldo Moro, où là, la connexion intime est beaucoup plus forte, en fait, puisque c'est la famille et qu'on a déjà vu ce personnage-là au début. Ça commence par la confession. C'est vraiment un épisode qui se place vraiment beaucoup plus du côté de l'intimité. Et fonctionne mieux. Et le registre intime vient questionner le fait social et la réponse politique avec le... Entre guillemets, c'est là où je trouve aussi plus habile quand il utilise la satire plutôt que le grotesque, quand il met en scène de manière satirique ce monde de tractation, de fausseté de la Dici, du gouvernement en général, des implications des communistes, etc., dans toutes ces négociations.
je trouve que c'est beaucoup plus porté d'un point de vue beaucoup plus fort et dans cet épisode-là, parce que d'une certaine manière, c'est ce qui répond aussi au film de 2003, où le film de 2003, je crois, s'achève avant qu'on retourne avec cette idée de personnages qui auraient survécu, d'Aldo Moro qui erre dans les rues. La dernière image d'archives qu'on voit dans le film de 2003, c'est où on apprend que la famille a refusé justement un enterrement national. Et donc, le film de 2003 te suggère ce contre-champ au film, ce contre-champ où, entre guillemets, qu'est-ce qui a été vécu de ce côté-là. Et je trouve que, d'une certaine manière, dans le projet de la série, d'englober cette vision intime et politique sociale, c'est le seul qui arrive à trouver, d'une certaine manière, à part le premier épisode d'exposition, un contrepoint au film de 2003 qui me paraît pertinent. D'une certaine manière, l'épisode 5, pour moi, est plutôt complémentaire du 1. C'est un peu une forme de boucler la chose autour d'Aldo Moro, etc., d'expliciter aussi certaines de ses rancœurs vis-à-vis de tous ses compagnons de route qui l'ont abandonné. Ouais. Mais il y a plein d'aspects politiques qui, par exemple, en 20 ans, ont émergé sur la scène historique. L'intervention, notamment, des services secrets américains, c'est traité sans être traité, en fait. C'est extrêmement anecdotique. En fait, le mec arrive puis il repart. Ça reste anecdotique, alors que ce chef antiterroriste, qui a lui-même témoigné sur ses stratégies de mener, entre guillemets, cette stratégie du pourrissement pour amener les Brigades Rouges à mettre en œuvre l'exécution d'Aldo Moro, c'est quand même des choses que le film traite vraiment de manière anecdotique et qui, je trouve ça un peu dommage quand on a 6 heures de mettre ces éléments dans l'intrigue, autant ne pas les mettre. Si c'est pour ne pas les traiter, autant en faire abstraction. Et on parlait des dilemmes moraux, Olivier en parlait. Là aussi, c'est quand même un film, quand on parle de l'aspect cryptique, qui, avant de s'adresser à un public international, s'adresse à un public italien, donc qui connaît le fin mot de l'histoire, qui connaît beaucoup des implications. Le discours que va tenir le pape, qui va aussi être un désaveu politique de soutien à Aldo Moro, ce qui va motiver le fait qu'à un moment, il décide de demander la libération d'Aldo Moro sans condition, alors qu'on a passé l'épisode entier à montrer qu'ils étaient prêts à négocier avec du fric. Il y a une grande scène en fin de truc qui est censée te vendre pourquoi il va prendre cette décision. Je ne la comprends pas et je trouve que là, Bellocchio échoue à me montrer le dilemme moral de son personnage, et d'une certaine manière, c'est souvent le cas au sein de la série. Ça, c'est vrai, tu dis plein de choses intéressantes, entre autres que... Là, je suis pas tout à fait d'accord avec... Je crois que c'est Oli qui disait ça en début d'émission, sur le fait que le premier et le dernier épisode sont centrés autour d'Aldo Moro. Le premier, c'est clairement le cas. Le dernier, il y a un point de vue un peu plus omniscient. Et c'est quelque chose qui est à la fois intéressant et peut-être une limite aussi de la série, qui en effet clôture, on va dire, clôture un de ses axes, peut-être l'axe le plus personnel, à travers le 5e épisode, qui est en effet... pour moi, le plus réussi du ventre mou de la série, je vais dire, qui marche pas émotionnellement tout le temps, mais qui est en effet un joli point. Après, j'ai vu le film après, moi, donc le rapport est un peu différent. Je pense aussi qu'il fonctionne assez bien, parce qu'il vient après le 4, qui est pour le coup celui qui m'a paru vraiment long. Mais le dernier épisode, en fait, il doit clôturer en un épisode tout ce qu'il n'a pas encore clôturé dans le 5e. Et donc, il a encore plein de pistes, et il fait un truc qui est en fait plus ramassé. Et là-dessus, en fait, je trouve que le film fonctionne mieux, enfin, en termes de... l'épisode fonctionne mieux, il est plus dense, il y a une tension qui fonctionne un petit peu mieux. Maintenant, il me manque toujours plein de choses. Moi, je crois que ce que j'aime le plus dans le cinéma de ce très grand cinéaste qu'est Bellocchio, c'est son lyrisme. Et je le retrouve très 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 rarement dans la série. Je pense vraiment qu'il se sent tenu d'un devoir historique fort, enfin en tout cas marqué. Et alors ça lui impose cette forme de chronologie assez complexe, qui en effet, comme le disait Manu, veut s'attacher de tous les petits points, mais en fait n'arrive pas vraiment à les traiter tous. Et donc toi, en tant que spectateur, il y a un moment où tu peux penser qu'ils sont absolument pas essentiels, et en tout cas ils aident pas à toucher juste au final, hein, parce que à force de rajouter des pistes, il y a un moment tu perds un peu l'essentiel. Surtout, ça ne dessine pas, comme le disait Manu en début de prise de parole, ça ne dessine pas un propos global. Oui, un truc plus chronologique, quoi. C'est moins, exactement. Ça ne fait que multiplier des points de vue, mais sans qu'il n'entre en résonance ou qu'il ne forme un propos global, quoi. Ouais. Là où j'ai eu aussi une déception, c'est par rapport à la peinture de l'Italie de l'époque. Peut-être après que c'est un problème de moyens financiers, mais
J'ai l'impression à certains moments qu'il essayait de mettre un contexte social de manière ultra lourde. Par exemple, l'insistance sur la soupe populaire ou l'insistance sur les clodos dans le métro, le mec qui se pique dans le bus, etc. J'avais l'impression que ça faisait vraiment des petites incursions hyper ponctuelles et vraiment, limite un peu déplacées. De nouveau, quelque chose qui finalement était traité sur le côté. Mais après, peut-être que Parce que le grand oublié aussi de ce film-là, c'est l'homme du peuple italien. Je veux dire, c'est cette vision du peuple et de la figure de Moro qui est extrêmement populaire. Elle est assez peu retranscrite dans la série, quoi. Non, oui, je suis d'accord. À nouveau, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour prolonger le propos d'Oli, moi, j'ai eu la même sensation. J'avais un peu l'impression que dans chaque plan, on sentait que dès qu'on sort du cadre, on n'y est plus, quoi. Je pense des smartphones. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un côté un peu reconstitution, alors c'est parce que la série est distribuée chez nous par Arte, mais il y a un petit côté reconstitution historique Arte avec une étalo que je trouve vraiment que je trouve... je crois que c'est son premier film tourné en numérique, je crois que c'est la première fois qu'il touche le numérique, je crois. Je sais pas. Que je trouve assez dégueulasse, et à certains moments on sent quand même qu'il va chercher qu'il évite, je sais pas s'il va chercher des gros plans, mais qu'il évite le plan large pour éviter d'avoir trop à reconstituer, etc. On sent quand même que, moi en tout cas j'ai l'impression que ces axes-là de son découpage, de sa mise en scène sont assez trustés par les moyens du projet. En tout cas, ça donne aussi, c'est aussi ce qui donne aussi ce manque d'ampleur aussi qu'à un moment à la série qu'on s'attend à avoir décollé après ce premier épisode, que je trouve pose assez bien toutes les bases de la série, qui tout d'un coup se resserre sur des personnages déjà, moi je trouve assez discutables dans le choix de personnages. Après, c'est les choix de Bellocchio, je dis, mais moi par exemple, je me questionne beaucoup plus sur le personnage d'Andreotti, de ce personnage qui est amené à porter entre guillemets l'Italie à ce moment-là. On le voit à l'annonce de l'enlèvement d'Aldo Moro vraiment se vider littéralement et vomir dans les toilettes. Et l'épisode numéro 2, ce personnage qui incarne la ligne dure en fait de la Dici vis-à-vis de la non-négociation autour d'Aldo Moro, devient un personnage très secondaire, alors que je trouve que c'est un personnage quand même assez fascinant, même dans l'acteur, je trouve qu'il incarne, qui a une sorte de prestance, de charisme assez intéressant, et qui en fait devient un personnage secondaire. Et il est presque carrément abandonné à un moment. Au profit de ce personnage très affecté de Kosiega, qui au final devient juste un... J'ironisais avec Olivier, un personnage de geek un peu puceau qui couche plus avec sa femme et qui joue à ses ordinateurs la nuit. Je caricature un petit peu, mais il y a un côté un petit peu qui dépolitise beaucoup les choses, je trouve, dans cet épisode-là, quoi. Qui me pose problème. Ça, pour revenir juste sur le côté ordinateur, c'est un des rares moments où il se passe quelque chose graphiquement, je veux dire... Avec toutes ces scènes d'écoute. Avec toutes ces scènes d'écoute. Mais bon, c'est très succinct. Et pour revenir, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, pour revenir sur un truc que tu évoquais juste précédemment, c'est vrai qu'il manque quelque chose dans ce film au niveau de la représentation de cette série, dans la représentation du peuple. On sent qu'il essaye de le mettre en place, et puis à nouveau, ça prend jamais vraiment, comme vous l'avez dit tous les deux. Et justement, parce qu'une fois le premier épisode et les enjeux politiques posés, on abandonne aussi un peu ça, et on perd un peu le fond de l'investissement de tous ces personnages, quel que soit leur bord, dans leurs idéaux, en fait. Quelque chose qu'on a dans une très belle scène, par exemple, dans le film de 2003, lorsque plusieurs personnages autour d'une table se mettent à chanter un chant patriote, partisan plutôt, qui est une scène qui marche très bien là-dessus. Et ça, on retrouve jamais ce truc-là dans la série, et pourtant on sent qu'il essaie de la mettre en place à un moment, mais c'est aussi quelque chose qui échoue, ou en tout cas qui est abandonné à un certain moment dans la série. Mais ce qui échoue, c'est vraiment la peinture des conflits, j'ai envie de dire, moraux de certains personnages, sans faire de jeu de mots, mais c'est cette brigadiste, au final, par une scène de confrontation avec son amant, on comprend toute la posture, lui, entre guillemets, romantique de son engagement, ne résulte en fait que d'une posture d'anti-héros romantique, etc. Elle, alors elle appartient aux Brigades Rouges, mais elle est montrée comme une fervente catholique, ces dilemmes et le dilemme grandissant qu'elle va avoir autour de la figure d'Aldo Moro, je n'arrive jamais à le comprendre. Et quand je parlais qu'il y avait un problème aussi autour du personnage d'Aldo Moro, ça tient aussi avec ce rapport au peuple. Et je trouvais que le personnage aussi très angélique, d'une certaine manière, parce que peut-être je lui autorisais ça dans le film de 2003, là, sur
une série de 6 heures, je trouve que c'est un peu plus problématique, c'est qu'il y a toute cette notion d'image politique. Aldo Moro se montrait comme un homme humble, proche du peuple, donc refusant aussi d'avoir une voiture blindée, plein de sécurité autour. Et par exemple, la culpabilité n'est jamais questionnée au travers de la mort de ses gardes du corps au moment de l'assassinat. C'est de la part en plus d'un catholique, j'ai envie de dire, ça devrait être quelque chose qui devrait le questionner. Parce que ce n'est pas que le coup du sort, c'est aussi la résultante de l'image qu'il voulait se donner auprès du peuple italien. Mais c'est assez dingue, je suis à nouveau d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais oui, par rapport au rapport à la religion, c'est à nouveau quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux dans le film, alors que c'est beaucoup plus succinctement évoqué. Mais ça passe entre autres par la mise en scène, par certains moments assez élégiaques dans la mise en scène qui tout de suite te confrontent à ce rapport-là à la croyance. Dans la série, c'est beaucoup plus travaillé. Il y a même un épisode qui s'axe fort là-dessus. Et en fait, même, puisqu'il y en a un avec le pape, mais il y en a un autre où le dernier épisode, la moitié de l'épisode, c'est une confession d'Aldo Moro. Mais c'est beaucoup moins incarné, on le sent beaucoup moins, et c'est pourtant quelque chose dont on sent que ça a trusté presque les agissements de plus ou moins tous les personnages impliqués dans cette affaire. Et c'est un vrai problème dans la série aussi, et à nouveau qui fonctionne extrêmement bien dans le film. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il vaut mieux voir Buongiorno Notte que Esterno Notte? Ah oui, carrément, je pense même je conseille ardemment le film et beaucoup moins ardemment la série. Ouais. Très bien, merci messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là sur cette série de Marco Bellocchio. Retour à l'actu dans Transmission d'ici quelques semaines, mais parce qu'en ce moment, l'actu ciné est un peu plus pauvre qu'elle ne l'était au début de l'année. Mais après, il faut dire qu'au début de l'année, c'était quand même le feu d'artifice. Donc nous revenons très bientôt derrière nos micros et aussi avec d'autres surprises qu'on vous prépare en off de Transmission. Merci beaucoup de nous avoir écoutez, chers auditeurs et chères auditrices cinéphiles. Au revoir Lucien. Au revoir Oli, au revoir Manu, et n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux, de nous liker, de nous mettre des étoiles, de nous tout ça comme on dit à chaque fois, mais ça nous aide sur ton OnlyFans aussi. Hein. Non, juste sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify et toutes les plateformes de podcasts habituelles avec un Z. Je te remercie Lucien de penser toujours à ce moment autopromo. Ce moment GAFAM. Merci, au revoir.